Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce 7e épisode de CS à l'érable, le podcast 100% soccer canadien. Voilà, à l'érable comme on le dit. Cette semaine, comme d'habitude, votre animateur Adi Raphaël, mais bizarrement, je ne suis pas rejoint par notre cher second animateur Daniel Cameron, parce que Daniel Cameron, petit chanceux, il est en vacances, donc on lui a donné un peu de temps pour se reposer. Mais bon, vu que j'aime pas être orphelin, j'aime pas être tout seul dans ce genre de podcast parce que le soccer canadien est quand même très suivi à travers tout le pays, je me suis dit pourquoi pas inviter un de nos rédacteurs au niveau de la CanPL chez Culture Soccer. Je dis bienvenue à Alex Rupert. Salut Alex, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien et toi? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, je suis très content de pouvoir t'inviter à ce podcast-là. C'est sûr, au fur et à mesure, tu seras de plus en plus impliqué par rapport au podcast. Déjà, on voit très bien les articles que tu fais sur Culture Soccer. Tu as déjà, je pense, écrit deux articles déjà. Non, un seul article sur Culture Soccer, dont une fois le résumé de la semaine. Donc, déjà, bienvenue à l'équipe de Culture Soccer. J'espère que ça te plaît. Beaucoup, et je te remercie beaucoup. Je remercie toute l'équipe de Culture Soccer de m'avoir invité, de m'avoir accueilli dans la famille de Culture Soccer. Comme ça, je peux pouvoir vous donner mes opinions et mes articles et mes impressions sur la Ligue. Exactement, et c'est vraiment très apprécié, Alex. Vraiment, on aime beaucoup ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup à dire lors de cet épisode, ce 7e épisode de CS à l'érable. En premier, on va commencer par le plus gros, qui est bien évidemment notre équipe nationale, qui avait 2 matchs extrêmement importants pour la CONCACAF Nations League, donc la Ligue des Nations CONCACAF. On sait très bien que l'équipe nationale canadienne se retrouvait dans le groupe A avec les États-Unis et Cuba. Et puis, pour ces 2 premiers matchs, ils jouaient en premier à domicile à Toronto face à Cuba avant de se déplacer aux îles Caïmans parce que Cuba ne peut recevoir de matchs n'ayant pas un terrain FIFA. Donc, ils allaient aux îles Caïmans à ce moment-là jouer contre le Canada, donc Cuba-Canada aux îles Caïmans qui fait l'office de match à domicile pour Cuba, entre guillemets. Sur ces matchs-là, on a vu le Canada qui s'est imposé 6-0 à domicile, puis au match retour, juste 1-0 aux îles Caïmans, ce qui est quand même assez dommageable. On va commencer par le premier match. Mon cher Alex, parle-nous un peu de ce premier match-là. On sait un 6-0 avec un hat-trick et un tour du chapeau de notre ami Junior Hoilett. T'as pensé quoi de ce match-là? Ouais, pour ce match-là, de 6-0 à Toronto, c'était une domination totale de l'équipe nationale canadienne. Ça s'est expliqué par plusieurs facteurs, surtout la façon que Cuba jouait et s'est organisé était complètement désorganisé de façon défensive. Sa ligne défensive jouait beaucoup trop haut puis essayait de presser le Canada, puis ils n'étaient pas capables de marquer leurs joueurs. Le Canada a été capable de trouver des ouvertures un peu partout, dont Junior Hoilett qui a fait son tour du chapeau. Et aussi, on a vu le but que, comme je pense que ça a été dit pas mal souvent sur les médias sociaux, si ça avait été compté par Messi, le but de David aurait été sur tous les highlights sans cesse. Et on voit le talent de notre offensive avec la vitesse à Davis qui donne des cauchemars aux défenseurs, qui leur donne beaucoup de difficultés de le marquer et de stopper l'attaque canadienne. Mais aussi, c'était une bonne occasion de regarder notre défensive, comment elle se comportait devant l'attaque cubaine. On ne peut pas vraiment dire qu'ils ont été si testés que ça. J'ai trouvé que Kamal Miller a fait un travail correct en tant que latéral gauche. À droite, c'était... il y avait... Richie Laryea. Richie Laryea, oui. Oui, c'est ça. Puis je pense que pour plusieurs, il a pas mal convaincu beaucoup de fans qu'il mérite le poste de latéral droit. C'est certain que c'est une nette amélioration par-dessus Marcus Godinho. Et bien sûr, Zachary Brault-Guillard qui n'a pas été rappelé, mais ça, c'est sûrement dû parce qu'il n'a pas joué beaucoup de minutes dernièrement. Mais Richie Laryea qui a vraiment fait un bon travail. Il était rapide, il était alerte.
il était bien positionné, il était là pour supporter l'attaque quand il pouvait le faire. Puis pour ce qui est des défenseurs centraux, on avait le duo Henry et je pense que c'était Cornelius. Ouais. Ben, quoi dire de Henry? Henry, c'est un défenseur qui a beaucoup de bonnes aptitudes, qui a des bons instincts, qui est très athlétique, qui est très rapide et très physique. Mais j'ai toujours un doute sur sa concentration parce que je crois que c'est en deuxième demi, il a commis une erreur et un attaquant cubain était laissé tout seul devant Milan Borjan et Borjan est obligé de faire un arrêt comme qu'on l'a vu faire pendant la Ligue des Champions quand ils se sont qualifiés pour la ronde suivante. Et ça, c'est des petits lapsus dans la concentration de Henry que je dois avouer qui me rend un petit peu nerveux. Sinon, à part ça, en milieu de terrain, Marc-Anthony Kaye, c'est lui qui a donné la passe décisive à David, puis on voit vraiment sa vision de jeu est impeccable. Et going forward, avec l'équipe nationale canadienne, je pense que quand l'équipe a tout son effectif, je crois qu'il va arriver à déloger Jonathan Osorio parce que c'est quand même il fait partie quand même du top 3 ou top 4 des joueurs les plus importants du LAFC et combiné avec Scott Arfield et Samuel Piette. Ouais, avec Samuel Piette, ouais, ça donne un milieu de terrain qui est très capable. Qui peut bien sûr rivaliser avec la plupart des équipes en CONCACAF, je pense bien. Oui, effectivement. Bah, écoute, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et en fait, c'est parfait parce que tu as un peu volé les mots de ma bouche quand je parle de Donnie Henry, donc Henry, qui lui, effectivement, a des gros problèmes de concentration parce que c'est un gros colosse. Il est très bon de la tête. Il est vraiment extraordinaire. Vraiment, genre, dans le domaine aérien, Donnie Henry est vraiment très, très, très bon. Et je pense que c'est un des meilleurs joueurs, même en MLS, point de vue défenseur central, au niveau aérien seulement. C'est le côté concentration, il a un gros problème et je suis complètement d'accord avec toi. Pour ce qui est de Cornelius, pour moi, c'est un jeune en apprentissage. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de progression depuis sa première sélection avec l'équipe nationale canadienne et c'est ça qui me dérange un peu. C'est que Cornelius, je pense, il n'est pas en train de progresser autant que ce que je m'attendais. Au début, j'étais assez content de le voir là, maintenant un peu moins. C'est un peu nos gros problèmes. Je suis aussi d'accord avec toi par rapport à Richie Laryea. Durant ce premier match, il a prouvé combien il était important. On va parler aussi du deuxième match parce que pour moi, c'était aussi le meilleur joueur du Canada. Dans le deuxième match aussi, Richie Laryea, il a vraiment convaincu à ce poste de latéral droit. Pour ce qui est au poste de latéral gauche, Kamal Miller, j'ai adoré. Je vais te dire pourquoi. Parce que on voit que Richie Laryea, on sait que Richie Laryea, à l'origine, c'est un milieu de terrain. C'est pas un défenseur, c'est pas un latéral droit. Et c'est Greg Vanney à Toronto qui l'a changé de position pour le mettre au poste de latéral droit. Et c'est au poste de latéral droit qu'effectivement, il a fait ses preuves et il a tellement été bon cette année. Et c'est pour ça qu'il a été appelé en équipe nationale. Il est tellement offensif que ça fait du bien d'avoir un Kamal Miller qui est d'habitude un défenseur central, mais qui est capable de dépanner en tant que latéral gauche. C'est quand même assez bien de voir un latéral gauche un peu plus défensif pour pouvoir un peu garder un certain équilibre offensif-défensif en transition. Donc, on a Laryea qui monte beaucoup et on a Kamal Miller qui monte beaucoup moins, qui va un peu plus être la police de sûreté en arrière. Et j'aime beaucoup ce côté un peu débalancé, point de vue des latéraux, parce que ça offre une certaine solidité à la défensive, surtout quand on sait que Cornelius et Henry ne sont pas les plus fiables possibles. Pour ce qui est du milieu de terrain, je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi aussi, si on va jouer en 4-3-3, même en 4-2-3-1, les trois milieux de terrain, pour moi, c'est Piette, Kaye, Arfield. Il n'y a aucun autre milieu de terrain qui devrait être titulaire, selon moi. Après, beaucoup parlent de Atiba Hutchinson. Je ne sais pas s'il a pris sa retraite ou si ça a été officialisé. Est-ce que tu as des nouvelles par rapport à ça, Alex? Est-ce que c'est officiel, sa retraite de l'équipe nationale canadienne? C'est pas tout à fait officiel parce que Ullman, il avait dit après la Gold Cup que il n'avait pas l'impression que Hutchison voulait vraiment partir puis qu'il croyait vraiment aux chances de le voir revenir. Il disait qu'il voyait encore beaucoup de passion dans ses yeux. Bien sûr, avant la Gold Cup, Hutchison avait dit que ce serait sa dernière compétition internationale, mais on peut pas vraiment dire qu'il a fermé la porte après notre élimination.
Exactement. Donc, on verra à ce moment-là si Hutchinson est là. Mais même avec Hutchinson, très sérieusement, j'aime beaucoup la mobilité qu'apportent ces trois entre Arfield, Piet et Kay. Je les trouve vraiment très, très bons ensemble. Piet a été phénoménal dans ce. On parle beaucoup de la victoire 6-0 et de Junior Hoylett et du fait que Jonathan David a marqué un but d'anthologie vraiment extraordinaire. Par contre, Samuel Piet a fait un travail de sape extraordinaire dans ce match-là. Je suis le premier à le dire quand il fait de mauvais matchs, mais dans ce match-là, il a été très, très bon. Et même si vous regardiez sur One Soccer, les commentateurs qui étaient américains, qui n'avaient rien à voir avec le Canada, et j'aimerais le mentionner, les commentateurs dont Tony Meola disait ah, c'est fou comme il fait un travail de malade, c'est comme s'il le voyait pour la première fois. Mais bon, bref, c'est quand même intéressant ce milieu de terrain. Après, en attaque, je sais qu'on a 100 millions d'options. Et dans ce match-là, j'ai beaucoup aimé voir David en pointe avec Alphonso Davies à gauche, puis Jonathan Hoylett à droite. J'ai bien aimé ce combo-là. Après, Jonathan Osorio a été très bon. C'est pas un mauvais joueur, sauf que c'est pas un joueur extraordinaire non plus. Donc, c'est ça le problème d'Osorio, c'est que c'est un très bon joueur, mais ce n'est pas. Il lui manque encore ce petit truc pour devenir indispensable, que ce soit en équipe nationale canadienne et que ce soit même à Toronto, parce que même à Toronto, de temps en temps, il se retrouve sur le banc. Donc, je sais pas c'est quoi qui lui manque, mais je pense que c'est un très bon joueur de rotation pour l'équipe nationale canadienne, mais pas en tant que titulaire. Donc, on se rejoint là-dessus. Passons au deuxième match, parce qu'on a parlé un peu de ce premier match-là. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, toi, Alex? Pas pour le premier match, c'était Ben, il y a une chose qu'on a remarqué dans le premier match, c'est que je pense que la plupart des observateurs s'entendent pour dire que Alphonso Davies doit rester à l'aile. Wow, oui, oui, parce qu'il a joué à la fin, je pense, en tant que latéral gauche, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais. Ouais, et puis non, il est pas bon là. Il est vraiment pas bon. Vraiment pas bon du tout. Je suis d'accord avec toi. Donc, bref, on va passer au prochain match, le prochain match. Et puis là, c'était beaucoup de déception. Bon, il faut remettre les choses en perspective. On sait très bien que Scott Arfield n'a pas été appelé durant cette fenêtre internationale-là. On comprend. On comprend très bien aussi que Atiba Hutchinson n'était pas là, qu'il soit prêt ou qu'il soit pas prêt, il n'était pas là non plus. Et puis, il ne faut pas oublier que Junior Hoylett est rentré en Angleterre, donc il n'était pas là non plus. Maxime Crépeau, le deuxième gardien, est retourné aussi à Vancouver parce que il y avait, je pense, la naissance de son fils, quelque chose comme ça. En tout cas, il devait retourner. Non, pas la naissance de son fils, mais en tout cas, quelque chose comme ça. Donc, ce qui fait que, effectivement, John Herdman a dû faire avec, comme on dit. Il a dû faire avec. Il y a aussi, je pense, Russell Taibert qui est parti aussi, si je ne me trompe pas, qui n'a pas joué le premier match, et puis qui est retourné aussi, qui n'était pas là au deuxième. Ce qui a fait que John Herdman a fait beaucoup de changements, et selon moi, beaucoup de mauvais changements, et je vais revenir là-dessus. Bon, Milan Borjan dans les buts. On avait à droite Richie Laryea, la même chose. En défense centrale, il a gardé Daniel Henry, mais au lieu de Cornelius, il a mis Steven Vittoria. En tant que latéral gauche, il a mis Sam Adegukpe. Au milieu de terrain, on avait Will Johnson, David Wotherspoon et Marc-Anthony Kaye. Et en attaque, on avait à droite, en tant qu'ailier droit, Jonathan David, en tant qu'ailier gauche, Alphonso Davies, et en tant qu'attaquant de pointe, Kyle Larin. J'aimerais en premier commencer par toi, Alex. Tu as pensé quoi de ce match retour-là? Je sais que tu as beaucoup à dire, moi aussi j'ai beaucoup à dire, mais je vais te laisser la parole en premier. Parfait. Ben, ce match était vraiment très différent. C'est bizarre parce que on n'aurait pas l'impression que on n'a pas l'impression que c'est un match qui aurait dû finir 1-0 quand on regarde les stats. C'est le Canada quand même a eu 82% de la possession, complété plus que 700, je pense j'ai entendu 700 à 750 passes. Tenter 750 passes, c'est incroyable, mais ça c'est une chose il va falloir que le Canada comprenne et que Herdman s'ajuste. C'est que la CONCACAF, ils ont compris qu'on a une attaque explosive. Fait que ce que Cuba a fait, c'est qu'ils ont tout simplement joué, comme on dit, parquer le bus. Fait que, dans le fond, ils sont juste restés très organisés. Ils ont mis beaucoup de joueurs derrière la ligne défensive et tout ce qu'ils faisaient, ils se contentaient de bloquer toutes les chances du Canada. Puis ça, c'est quelque chose que le Canada doit apprendre à faire. Ils doivent apprendre à briser une défensive organisée, une défensive qui s'obstine à juste vouloir garder le score le plus bas possible. Et ça va arriver souvent en CONCACAF. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Et je pense que c'est
quelque chose qui nous manque. On n'a pas été capable de le faire, même si on a eu beaucoup de passes et on a eu beaucoup de possessions, ça a mené à rien. On a manqué beaucoup d'imagination, on a manqué beaucoup de créativité. Et bien sûr, on n'avait pas les outils, comme on peut commencer avec avec Larin. Monsieur Larin, quoi dire de lui? C'est... Lâche-toi loose, Kyle Larin. Vraiment, là, je vais te laisser commencer, là, parce que est-ce que déjà, tu penses, après avoir vu son match face à Cuba, est-ce que tu penses qu'il mérite encore sa place en équipe nationale canadienne? Non, parce qu'il n'a rien prouvé. Il n'a rien prouvé en Turquie. Je suis d'accord, il a compté 2, 3 ou 4 buts dès le départ à ses débuts en Turquie, mais après, c'était plus rien. Puis même maintenant, je suis un peu ses progrès en Belgique. Oui, il joue 90 minutes, il joue souvent, mais il compte pas de but. Oui, il a un meilleur jeu collectif. Il fait pas juste attendre le ballon en avant du gardien adverse pour pouvoir compter. Il essaie de s'impliquer, mais je trouve pas qu'il apporte grand-chose. Puis la frustration là-dedans, c'est qu'on a quand même des options ailleurs. Puis je parle pas de Akindele qu'on a amené, mais on a quand même on a Hulk en CanPL, Terran Campbell qui a déjà 10 buts. C'est déjà un joueur très différent. Puis je me dis, pourquoi on s'obstine à faire revenir Larin est-ce que c'est une question de loyauté? Je comprends pas. Mais Ouais, je suis d'accord avec toi, moi. Très sérieusement, là, je suis d'accord. On regarde en Belgique, il a donné 3 passes décisives. Et on l'a vu durant le match à Cuba qu'il essaie de jouer de manière plus collective. Mais à un moment donné, il n'a plus l'instinct de tueur qu'il avait à Orlando, où il avait été nommé meilleur jeune joueur, meilleur rookie en MLS. Il l'a plus. C'est comme s'il avait perdu du jour au lendemain. On le voit plus marquer des buts, on le voit plus même tenter des tirs. Je pense que durant tout le match, il a eu une tête ou deux, une tête où il n'avait pas le choix que de la diriger vers le but, où il n'a même pas visé le cadre, où il était assez seul. Puis sinon, il n'a pas eu d'autres tirs tentés, et c'est ça qui est dommageable. Je ne sais pas si c'est une perte de confiance ou une perte de capacité, mais c'est pas comme si on lui avait pas passé le ballon, c'est pas comme si on lui avait pas donné de chance de marquer, mais c'est juste que il fait pas le travail. Puis on peut pas continuer à récompenser un joueur qui fait pas le travail parce que ça envoie un mauvais message au reste de l'équipe. Oui, exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est ça. Est-ce que j'aimerais que tu me parles un peu, on va parler de ce deuxième match-là un peu plus en détail parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais que tu me parles un peu, si jamais tu as parlé on va donner genre des déceptions et des tops dans ce match-là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tops, mais parle-nous un peu de tes tops et tes flops dans ce match-là. Je dirais pour le top, ce serait Alphonso Davies, parce que surtout en première demi, il était partout. Sa vitesse étourdissait la défensive. Une défensive qui essayait carrément de nous arrêter sur notre chemin, mais Davis trouvait des façons de changer de direction, courir. Il driblait à travers les défenseurs. Il leur donnait vraiment... C'était cauchemardesque pour eux. Et ce qui est bon avec lui, c'est que sa façon de jouer, ça force les Cubains à faire des fautes et même dans des endroits sur le terrain qui sont stratégiquement très dangereux pour eux. Et ça, c'est la force à Davis. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le but que Davis a marqué. Peut-être une passe un petit peu maladroite de Wotherspoon. C'était pas vraiment planifié, mais ça a comme rebondi sur le pied à Wotherspoon et Davis a sauté sur le ballon au rebond et il va de tout un tir qui donnait aucune chance aux gardiens cubains. La première demi, c'était vraiment Davis. Ouais. Malgré toute la possession qu'on avait, il n'y a pas grand-chose qui se sont passées. Effectivement, et même je pense que c'est Cuba qui a eu des meilleures chances de marquer, selon moi. Hein. On parle beaucoup si on regarde les stats de ce match-là, Cuba-Canada, oui, c'est vrai que le Canada a eu un carton rouge à la 55e minute, mais malgré ce carton rouge-là, malgré toutes les stats où on a la possession, ainsi de suite, je suis vraiment désolé, mais je pense que Cuba a été plus dangereux que le Canada, et c'est ça qui est très inquiétant, d'après moi. Tout à fait. Ils étaient à 1 ou 2 tirs cadrés de créer l'égalité, de complètement ruiner nos chances de rattraper le top 6 pour se qualifier pour l'hexagonal pour la Coupe du Monde. À part Davis, il n'y a pas vraiment eu de points positifs. Je dirais que, comme tu l'avais souligné plus tôt, Richie Laryea qui a très bien joué. Je pense qu'on lui a donné le départ pour le récompenser de sa très bonne performance pendant le premier match.
Ouais. Beaucoup s'attendaient à ce que Cordova ait un essai à droite, mais je pense que Laria méritait de jouer un second match pour qu'on ait comme on dit, on va donner un deuxième coup d'œil pour voir s'il peut répéter, s'il est capable de faire preuve de constance. Puis pour moi, il l'a vraiment prouvé. Il m'a vraiment convaincu qu'il mérite le poste de latéral droit. Je pense que Herdman avait l'intention de quand même faire entrer Cordova en cours de match, mais à cause du carton de Henry, ben, je pense que moi, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu Cordova rentrer dans le match. Mais latéral droit, ouais, contre les Américains, c'est sûr que j'y vais avec Laria. Ouais, moi aussi, je suis complètement d'accord. Et tes flops dans ce match-là, qui t'a vraiment déçu dans ce match-là? Il y en a beaucoup, mais disons genre 3 ou 4 ou 5 max, 5 joueurs maximum. On va garder ça comme ça. Pour moi, c'est Henry, parce que je suis comme, comment? À ce niveau-là, premièrement, moi, je pense que, comme on l'a souligné, Henry est excellent. C'est un bon joueur. Il a des bonnes aptitudes. Mais personnellement, moi, je ne suis pas convaincu qu'il est capable de rester concentré 90 minutes. Peut-être que c'est le genre de défenseur, tu lui dis, bon, ben, tu vas jouer 60, donne-moi tout ce que tu as pendant 60. Parce que c'était quoi ça? Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'aller engueuler l'arbitre puis attirer un carton rouge? Surtout qu'on sait que même si c'est un match contre Cuba, l'importance pour la suite des choses est tellement importante, puis tu peux pas laisser tes émotions prendre le dessus comme ça. Puis c'était pas sa seule erreur. Puis aussi, pendant le premier match, je l'avais souligné, c'était toute une erreur quand il avait laissé l'attaquant devant Borgen, mais il a aussi concédé un coup franc très dangereux devant la cage de Borgen en faisant un tac qui était tout à fait pas nécessaire. Effectivement, je suis complètement d'accord. Je me rappelle très bien de l'action et tu as complètement raison. Puis sinon, mes autres déceptions, c'est pas mal Will Johnson, David Wotherspoon. David Wotherspoon, je pense qu'il se remettait d'une blessure, fait qu'il était peut-être pas très à l'aise ou peut-être pas très fluide. Je l'ai vu jouer quelques matchs en Écosse pour St. Johnstone quand il jouait contre Rangers, parce que j'aime bien suivre Scott Arfield en Écosse. C'est un milieu de terrain correct. Puis David Wotherspoon, c'est comme ton joueur dépanneur que tu veux appeler quand tu as besoin de faire une rotation de ton effectif. C'est pas un mauvais choix, mais c'est sûr que Wotherspoon, j'aurais préféré d'autres joueurs soient appelés à sa place, surtout qu'on voit qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir. On va en parler plus tard, les autres joueurs. J'aimerais beaucoup. On va sûrement en parler parce que c'était ma prochaine question. Mais continue un peu c'est très intéressant ce que tu dis sur Wotherspoon parce que je le répète à nos auditeurs qui ne sont pas au courant. Wotherspoon, c'est 29 ans. Oui, il joue en Écosse, mais il a 29 ans. C'est juste son deuxième match avec l'équipe nationale canadienne. Donc, c'est pas quelqu'un qui a fait partie de l'équipe nationale pendant longtemps. Il est plus très jeune. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un couteau suisse. Donc, il est capable de jouer au milieu de terrain, mais aussi capable de jouer latéral droit. Donc, c'est quand même intéressant de voir le fait qu'il est un peu polyvalent. La seule chose, c'est qu'effectivement, il n'a pas été très bon durant ce match-là. Non. Mais continue avec le reste de tes flops. Will Johnson, je l'ai trouvé très ordinaire. Je comprends pas pourquoi l'équipe nationale a besoin des services de Will Johnson. Surtout quand on a d'autres options, mais on va en parler plus tard. Mais pour ce match-ci, Will Johnson, je trouve pas qu'il a amené grand-chose. Surtout avec une défensive cubaine qui était très organisée, qui était avec beaucoup de surprises. Ils étaient vraiment très organisés. Les 4 premières lignes, c'était statique. Ils marquaient bien leurs joueurs. Ils laissaient peu d'espace. Puis tu as besoin d'un bon milieu de terrain qui est capable de les faire bouger, de créer de l'espace pour briser la défensive, puis donner une chance à tes alliés, puis à tes attaquants de passer. Puis j'ai pas trouvé que Will Johnson était capable de faire ça, puis avec Wotherspoon non plus. Puis pour ce qui est de Marc-Anthony Kaye, je trouve qu'on gaspille son talent en le faisant pas jouer au milieu. Ça, avec sa vision de jeu incroyable, je trouve pas qu'on tire le meilleur de lui à droite. Puis la même chose pour David. David, je pense que David, il mérite mieux de jouer soit comme à la place de Larin en avant, comme il avait fait pendant le premier match, mais je ne l'ai pas trouvé très à l'aise à l'aile pendant ce match-là. Je suis 100% d'accord avec toi. En tout cas, je vais parler moi-même de mes flops.
Très vrai. Jonathan David, pour moi, il serait à la pointe de l'attaque tout le temps. Kyle Larin, pour moi, a été vraiment très décevant. On ne va pas revenir là-dessus. Pour moi, Witherspoon, qui soit un bon couteau suisse et ainsi de suite, pour moi, je l'ai trouvé assez mauvais durant ce match-là. Oui, tu me dis comme quoi il revenait de blessure, je ne le savais pas. Par contre, quand je vois un joueur qui a un couteau suisse qui a 29 ans, je pense qu'il y a beaucoup plus d'options à travers le pool et le pool de joueurs que le Canada a au milieu de terrain où Witherspoon n'a pas sa place selon moi. Marc-Anthony Kaye, je pense que son match était horrible. Il a fait énormément d'erreurs dans ce match-là. Les gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux, sur Culture Soccer, parce qu'on parle beaucoup de MLS sur Culture Soccer, je suis un amoureux de Marc-Anthony Kaye. Je le répète, ça fait plus de 2 ans que je dis que Kaye est un des meilleurs joueurs de cette équipe nationale canadienne, sauf que dans le deuxième match contre Cuba, il a été horrible. J'ai bien aimé par contre Sam Adekugbe, même si défensivement, c'est pas encore trop ça. Et offensivement, il a fait quelques mauvais choix. Mais en général, je pense qu'il a beaucoup de potentiel. Il est encore jeune, il a 24 ans. Steven Vittoria, j'étais très sceptique quand il avait été appelé. Par contre, j'ai bien aimé ce qu'il a amené dans ce match-là. Il amène un peu de sérénité, surtout avec Henry qui perd un peu la concentration. La seule chose, c'est que Vittoria est très lent. Très, très, très lent. Donald Henry, oui, il y a 2 choses en fait. Oui, il y a les manques de concentration de Donald Henry. Oui, je suis d'accord avec toi, Alex, quand tu dis que Henry, c'est pas normal qu'il réagisse comme ça. Mais raison de plus, il faut que quelqu'un comme Henry, qui est un peu le général de cette défense centrale-là, euh, il soit au courant de savoir lire l'arbitre. Je suis vraiment désolé, mais l'arbitre, depuis le début du match, dès qu'il est rentré sur le terrain, moi, j'ai regardé ce match-là, j'ai dit, OK, cet arbitre, il a un énorme ego. Et on le voyait dès le début, à un moment donné, je ne sais pas qui est tombé par terre, et il l'a regardé comme s'il allait tuer sa mère. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué le fameux regard meurtrier que l'arbitre a donné au joueur, je pense, cubain. Puis le joueur cubain était OK, sorry, puis il est reparti. On le voyait que cet arbitre-là, il était là, ça se voyait qu'il avait ce côté-là où tu niaises pas avec moi, puis si tu me niaises, tu vas avoir un carton jaune, voire un carton rouge. Il était prêt à sortir ses cartons, puis il avait l'air d'avoir un ego extraordinairement déplacé selon moi, comme beaucoup d'arbitres de CONCACAF qui ont un peu un ego déplacé. Puis c'était à Henry de remarquer que ce genre de rouspétage qu'il a fait devant l'arbitre, ça n'allait pas passer avec ce genre d'arbitre-là. Avec d'autres arbitres, peut-être que ça aurait passé parce que je ne pense pas qu'il a fait quelque chose d'énorme pour mériter un deuxième carton jaune. Pour moi, c'est juste un rouspétage normal d'un joueur de foot qui a fait une erreur, mais ça ne valait pas un carton jaune, mais c'était à lui de lire la situation un peu mieux comme joueur d'expérience, même à juste 26 ans, joueur d'expérience de cette défense canadienne. C'est là où j'en veux à Henry. Donc, un manque de concentration, mais aussi un manque de discernement. Et c'est ça qui est vraiment dommage du côté de Donald Henry. Et c'est là où on va aller en transition. J'aimerais parler en transition des joueurs sélectionnés par John Herdman. Est-ce que tu penses comme moi, parce que j'en ai parlé en fait hier, j'en ai parlé au podcast du CanFC hier, et je trouve un peu dommage ce paradigme qu'on a en pensant qu'un joueur qui joue en Europe est supérieur d'un joueur qui joue en Amérique du Nord. Des joueurs, même en Europe, en dehors du Canada, en dehors des États-Unis, est meilleur. Je vois des joueurs comme Juan Cordova, je vois des joueurs comme Adam Straith, je vois des joueurs comme Tesho Akindele, même s'il joue en Amérique du Nord, mais si on revient au côté européen, des joueurs comme Steven Vittoria, comme Sam Adekugbe, comme David Witherspoon, comme Kyle Larin. Tous ces joueurs-là, selon moi, ils n'ont pas leur place en équipe nationale canadienne. Il y a tellement de meilleurs joueurs au Canada qui sont capables de remplir ces rôles-là. Parce que dans tous les cas, tous ces joueurs que je viens de nommer ne sont pas des titulaires en équipe nationale canadienne. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Alex. Après, je vais développer mon point, mais j'aimerais avoir ce que tu en penses par rapport à tout ça. Ben justement, si tu prends quelqu'un comme Steven Vittoria qui a 32 ans, que oui, il était tombé en dehors du radar de l'équipe nationale, mais il est revenu à cause de ses récentes performances au Portugal. 32 ans, puis ce que j'ai remarqué de son jeu, c'est que comme tu le disais, il n'est pas très rapide, mais il est très bien positionné, puis il prend des bonnes décisions, puis il fait des bonnes passes. Puis il y a comme un effet de calmer tout le monde à la défensive.
mais il a 32 ans. Puis quand tu regardes ce qu'il y a en CanPL, puis on sait que pour ce qui est de la relève défensive, quand on regarde en MLS, puis même, il n'y a rien en Europe pour ce qui est de la relève défensive canadienne, puis tu regardes en MLS, il n'y a pas grand-chose. Tu tournes la CanPL, puis tu te dis, ben, tu as quand même Luca Gasparotto qui joue pour le York Nine. Je t'adore. Tu sais que c'est mon coup de cœur, Luca Gasparotto, dans cette CanPL. Je le veux tellement, tellement en équipe nationale. Merci de me donner raison. Merci beaucoup, Alex. Oui, je te laisse continuer. Puis il y a même quelqu'un d'autre qui va nous donner raison, c'était Samuel Piette lui-même. Parce que quand je me rappelle, puis j'étais au match quand Montréal ont joué contre York Nine au Lions Stadium. Puis après la rencontre, Samuel Piette, il disait non, c'est une bonne équipe parce que il y a beaucoup de ces gars-là avec qui j'ai joué avec l'équipe U20 du Canada. Parce que Luca Gasparotto, il a le même âge que Piette. Il a 24 ans, il a été développé par l'Académie du Rangers. Il est très talentueux. Il est revenu en CanPL de l'Écosse. Fait que quand il a commencé à jouer avec York Nine, tout le monde a vu que c'était facilement un des joueurs les plus dominants à la défensive centrale de la Ligue. Puis, t'en as un autre, c'est Dominique Zator avec le Cavalry. 24 ans également, c'est développé par le Foothills. Il a passé un peu de temps avec les Whitecaps 2. Mais ça, c'est deux bons jeunes joueurs que, tu sais, peut-être que tu veux pas les... Je peux comprendre pourquoi Herdman ne voudrait pas les commencer dans des matchs importants contre les États-Unis ou des matchs qui comptent pour avancer, mais tu sais, dans des fenêtres où est-ce que tu as des matchs amicaux, c'est le temps d'amener Zator et Gasparotto dans le giron de l'équipe nationale pour qu'ils s'entraînent avec la première équipe pour voir de quoi ils sont faits. Parce que Vitória, il va te dépanner maintenant, mais c'est pas ton futur. Oui, exactement. Écoute, je peux comprendre encore la sélection de Vitória. Je peux la comprendre parce que, comme tu l'as dit, il amène cette sérénité en défense. On a besoin de cette expérience-là. Il a été très bon, bien évidemment. Il a joué en tant que remplaçant dans le premier match. Il a été très bon lors du deuxième match. Comme on l'a dit, il a ramené cette sérénité. Et je le vois, il faut aussi avoir des joueurs d'expérience dans tes 4 défenseurs centraux que tu prends avec toi lors des fenêtres internationales. Donc, je comprends, Vitória, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'est-ce que fait Adam Straith ici? Je veux comprendre. Il fait quoi, là? Rien, puis il n'y a pas d'affaire, là. Puis, quoi, maintenant, il est en Bundesliga 3 ou 4, je pense. Il est en Bundesliga 3 avec Hansa Rostock. Et il a 29 ans déjà. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas ton futur. C'est pas comme ça que tu vas développer ton équipe nationale. Moi, je vais me rappeler, je pense que c'était avec Zambrano, le virage jeunesse, après notre élimination contre le Brésil. C'était le virage jeunesse. C'était même le slogan si t'es assez bon, t'es assez vieux. Puis c'est là qu'on a vu Alphonso Davies rentrer dans l'équipe, puis il y a eu toutes les minutes qu'il voulait à la première Gold Cup. Il faut pas avoir peur de prendre ce virage jeunesse-là à la défense. Parfait. Ben, regarde ce qu'on va faire, Alex. On va en parler un peu parce que j'aimerais qu'on se donne, nous, maintenant, pour les États-Unis. On a à préparer les États-Unis. Je pense que le match, c'est le 15 octobre ou le 14 octobre ou le 16 octobre. En tout cas, le 15 octobre, oui. Le 15 ou le 16? Le 15. Le 15 octobre, ben, c'est ça. Donc, on a le match le 15 octobre contre les États-Unis. Disons que tous nos joueurs sont disponibles et pas blessés. OK? On va réfléchir à ça, pas blessés. On enlève par contre Marcel De Jong qui sera bien évidemment pas remis encore. Mais, et on enlève le fait que Donald Henry est suspendu, donc il ne pourra pas jouer à cause de son carton rouge. Si jamais tu as à choisir ton 23, juste comme ça, rapidement, là, quels sont les joueurs que tu choisis? Commençons par les 3 gardiens. Okay? Borjan, on le sait, c'est le titulaire, il restera là. Est-ce que tu prends aussi Crépeau et Carducci comme il a fait Herdman? Oui, tout à fait. Moi aussi, je suis complètement d'accord avec toi. En tant que latéral droit, moi, sincèrement, je prends Larea et Broguillard. Toi? La même chose, Larea et Broguillard également. Parfait. On va aller à latéral gauche. Est-ce que tu es d'accord avec moi en disant Adekugbe puis Kamal Miller? Je suis complètement d'accord avec ce choix-là. À gauche, ce serait la même chose, surtout pas Davis, parce que une chose que j'avais aussi remarqué dans le match contre Cuba, il n'était pas encore latéral gauche, mais il était positionné à cet endroit-là, puis il a fait une passe tellement dangereuse devant le gardien Borjan.
Ouais, il a J'en failli. avais les cheveux qui me dressaient sur la tête. Je fais, My God, qu'est-ce que tu fais? Non. Exactement. Donc, on est d'accord ensemble avec Adekugbe à Kamal Miller à gauche. Ouais. Et là, maintenant, c'est là le gros chantier. En tant que défenseur central, je vais te laisser commencer, puis je vais te donner mes 4. On va choisir 4 défenseurs centraux. Quels sont les 4 défenseurs centraux? Ben, sans Henry, j'y vais quand même avec Cornelius. Parce Oui, que Cornelius, des fois, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Puis il n'a pas vraiment fait d'erreur. Il n'a pas, comment dire, je suis d'accord avec toi. Je il est vois. jeune, puis c'est bon qu'à 21 ans, il soit capable de performer à ce niveau-là, puis pas faire de graves erreurs et de faire ce qu'on lui demande de faire. Puis il faut le laisser grandir dans ce rôle-là. Ça va juste nous servir dans le futur. Puis l'autre latéral, j'aurais pas le choix d'y Défenseur aller avec. central. Défenseur Désolé, central. Ouais, défenseur c'est correct. central, ce serait. Dans ce cas-ci, c'est comme je disais plus tôt, il faut que tu prennes ton dépanneur parce que c'est les États-Unis. C'est un match qui vaut 18 points, qui peut carrément te lancer dans l'hexagonal ou pas, ou te couler. Il faut y aller avec l'expérience et Victoria. Exactement. Et puis, choisis tes 2 autres. Est-ce que tu prends comme moi? Moi, je vais prendre Gasparotto et Pizzator. Exactement. Moi, ce serait Gasparotto et Zator. C'est le moment de les faire rentrer. Exactement. Et au pire des cas, si jamais tu ne peux pas prendre les deux, tu peux prendre Gasparotto ou bien Zator, un des deux, puis garder Kamal Miller parce qu'il ne faut pas oublier que Kamal Miller est quand même un défenseur central de formation. Donc, on pourrait le garder comme ça. Moi, je serais d'accord avec ça. Au milieu de terrain, on va aller un peu plus vite par rapport à ça parce qu'on Oui, commence à prendre un peu trop de temps avec l'équipe nationale canadienne. Mais au milieu de terrain, on a parlé, toi et moi, avant que pour nous, les titulaires, ce serait Marc-Anthony Kaye avec Scott Arfield puis Samuel Piette. Je pense que Scott Arfield va être disponible. Enfin, j'espère très fortement que Scott Arfield va être disponible. Quels seraient les 3 autres pour toi? Est-ce que moi je reprendrais Will Johnson parce que ce que j'aime bien avec Will Johnson, c'est que ça fait longtemps qu'il est avec l'équipe nationale. Et lui aussi, c'est un couteau suisse. Il est capable de jouer à droite. Il est capable de jouer même. Le dernier match, il a joué en tant que défenseur central. Le temps que le changement soit fait, il a joué pendant 5 à 10 minutes en tant que défenseur central. J'aime bien le fait qu'il est capable de dépanner. Puis je préfère lui qui a l'expérience de l'équipe Canada, contrairement à Witherspoon. Et c'est qui pour toi? À ce moment-là, on a Johnson, on a Osorio, qui pour moi serait le deuxième milieu de terrain. Et qui serait le troisième milieu de terrain? Est-ce que tu irais avec un jeune joueur de CanPL ou est-ce que tu choisirais quelqu'un comme Russell Tybert? Qu'est-ce que tu choisirais, toi, Alex? Pour les États-Unis, ben, premièrement, il faut savoir si Hutchison il va être intéressé à revenir. S'il est Ouais. intéressé à revenir, c'est sûr qu'il faut le prendre. Il y a aussi Stephen Eustachio qui a l'air de se remettre de sa blessure. Je ne sais pas s'il va être à 100% pour le mois d'octobre, mais c'est sûr qu'il se rapproche vraiment d'un rôle dans l'équipe nationale, un rôle significatif. Sinon, dans la CanPL, moi, c'est sûr que je regarde du côté de Borges. Ouais. Même Je s'il regarde joue un peu plus Borges haut. Il joue un un peu peu plus plus haut haut. d'habitude. Ouais. Ben, il y a Verhoeven qui fait très bien avec Pacific. Excellent Puis, joueur, ouais, effectivement. puis j'avais beaucoup lu sur ce qui s'était fait, ce que le Canada avait fait à Toulon, au tournoi de Toulon. Oui. Et un analyste de Sportsnet avait même identifié comme Verhoeven comme un joueur qui était le plus proche de faire un saut vers la MLS. C'est à quel point que sa vision du jeu était aussi développée et il a joué de façon très mature et incroyable pendant le tournoi de Toulon et on le voit à Pacifique. C'est un des meilleurs joueurs. Je suis complètement d'accord avec tes choix-là. Moi, sincèrement, ce serait. Le problème avec Hutchinson, moi, je ne le prendrais pas à Hutchinson. Je vais te dire pourquoi. Parce que si jamais il va venir, il va devoir jouer. Et est-ce que je veux vraiment remettre Hutchinson à 36 ans au centre de cette épopée en CONCACAF Nations League? Moi, très sincèrement, j'aimerais voir ce milieu de terrain avec Piet, comme tu l'as dit, Piet Arfield et Marc-Anthony Kaye. Pour moi, c'est le milieu de terrain du Canada et ça ne doit plus changer. Est-ce que Hutchinson va accepter de venir et être sur le banc? Je doute très, très fort. Même si ça a été un très bon joueur, j'aimerais revoir ce milieu de terrain, Piet, Marc-Anthony Kaye et Arfield vraiment jouer ce match contre les États-Unis. Donc moi, je opterais comme toi pour Noah Verhoeven, qui est pour moi un des meilleurs joueurs de CanPL et on va en parler un peu plus tard. Puis c'est le moment de le faire jouer, de le faire rentrer là. Je vois pas pourquoi John Herdman avait appelé Noble Okello
19 ans de Toronto et qui a à peine joué avec Toronto FC lors de la Gold Cup, puis il n'est pas prêt d'appeler Noah Verhoeven maintenant. C'est quoi la différence? Même que Verhoeven a 1 an de plus, puis il est en train de tout casser sur son terrain, sur son chemin en CanPL. On va switcher après au poste d'attaquant, les 6. Pour toi, est-ce que tu prendrais Jonathan David, Lucas Cavallini en tant qu'attaquant de pointe? Après, on a Alphonso Davies, on a Junior Hoylett. J'aime bien aussi ce que j'ai vu de Liam Miller. C'est un jeune joueur aussi qui peut faire beaucoup de bien. Et puis moi, je garderais Liam Fraser aussi. Est-ce que tu choisirais quelqu'un d'autre? Est-ce que tu mettrais de côté finalement Kyle Larin pour après, dans le futur? Ouais, moi je pense que c'est le temps de mettre Larin de côté et j'y vais avec un choix audacieux. Parce que il faut que tu la fasses ta transition. Tu peux pas juste rester avec les mêmes. Il faut que tu commences à préparer ta relève et c'est le temps d'amener quelqu'un comme Terran Campbell dans le giron et Tristan Borges dans le giron. Fait que moi je les amène au lieu de Larin ou Liam Fraser, à mon avis. Et même Liam Miller ou tu le gardes Miller? Oh, Miller, je le garde. Parce que Miller, tu le gardes? Ah okay. Oui, parce que quand on l'a vu rentrer dans le deuxième match contre Cuba, beaucoup de vitesse, il dribble bien avec le ballon, très agressif, il a faim, il veut compter. Il me rappelle un petit peu, c'est comme, c'est pas tout à fait Alphonso Davis, mais il essaie de jouer de la même façon, mais du côté opposé. Effectivement, ben écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà notre avis. N'hésitez pas à nous en parler sur les médias sociaux par rapport à l'équipe nationale canadienne. Puis là, on revient à notre programme régulier chez OCS à l'érable où on parle bien évidemment de la première ligue canadienne. C'est sûr, c'était important de prendre beaucoup de temps sur cette équipe nationale parce que c'est quand même très important en préparation de la Coupe du Monde 2022 et cette nouvelle compétition qui est la CONCACAF Nations League où le Canada doit performer pour arriver dans les 6 premières places pour pouvoir se qualifier pour le Hex et avoir beaucoup plus de chances de se qualifier en Coupe du Monde. Donc, on voulait prendre le temps qu'il faut dans cet épisode de CS à l'érable pour discuter de tout ça. Mais là, on revient à notre programme habituel qui est la Première Ligue canadienne. Il y a eu 3 matchs qui se sont disputés depuis le dernier podcast. 3 matchs qui se sont disputés. Donc, en premier, c'était dimanche, le 8 septembre. Une victoire de Forge FC contre York 9. Une victoire un peu plus compliquée que d'habitude, que ce qu'on s'attendait, parce qu'on sait que Forge 9, c'est quand même la grosse équipe de cette première ligue canadienne, tandis que York 9 était un peu sur le déclin dernièrement avec plusieurs défaites de suite. Puis Forge s'est imposé 2-1, difficilement. Il faut dire que Forge était fatigué. Hein. Ils avaient joué mercredi, ils avaient joué aussi en CONCACAF League la semaine d'avant. Donc, ils ont vraiment enchaîné beaucoup de matchs. T'as pensé quoi de ce match-là entre Forge et York 9? Ben, pour ce match-là, tu voyais vraiment que Forge dominait complètement le jeu. Et ça, c'est un des problèmes qui revient toujours avec le York 9. On ne sait pas trop c'est quoi leur identité. Et ce qui leur a vraiment coûté cher pendant le match, c'est tous les problèmes de revirement qui a été causé au milieu de terrain. Et ils n'ont pas vraiment été capables de garder leur défensive organisée. Ils ont quand même fait quelques changements, comme ils ont amené Abzi, que j'ai trouvé quand même très bien au côté, comme ailier gauche. Ils ont amené Estevez à droite et Ryan Telfer n'était pas là parce qu'il représente Trinidad et Tobago. Et je pense que c'est ce manque de stabilité dans la formation qui fait qu'il y a un manque de chimie et les joueurs ne sont pas trop habitués de jouer ensemble, comme tu avais Gattaz qui est au milieu de Abzi et Estevez. Ce n'est pas une formation parmi laquelle il y a l'habitude d'évoluer. Donc, il y avait ce manque de cohésion, puis ça a causé tellement de revirements pendant le match. Et Forge, ça a été un jeu d'enfant pour eux de garder possession du ballon, de créer des belles chances de marquer. On a vu Borges, on a vu Becker qui a complètement contrôlé le jeu, puis on avait peut-être des doutes sur lui au début de la saison, mais à mesure que la saison avance, on voit vraiment sa qualité, on voit vraiment que c'est lui qui est le porteur de l'offensive et du jeu du côté du Forge. Et c'est lui qui trouve Borges, c'est lui qui trouve Zajac à la 52e minute. York avait carrément aucune chance parce que Becker, avec sa vision du jeu, il trouve tous les trous en arrière de la défensive du York. Et quand York brise leur formation, mais Becker, il les taille en pièces carrément.
Et la seule raison pourquoi York s'est inscrit au classement, c'est le penalty que Samuel a créé. Et le Japonais Muro Fushi, il a compté le penalty, mais après ça, Forge n'a pas vraiment été plus qu'inquiété. Ils ont continué à contrôler le jeu et voilà. Donc, c'est ça. Donc, tu penses que selon toi, c'était. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis que c'est la fatigue qui a fait en sorte que Forge 9 n'a pas pu marquer plus de buts que ce qu'ils ont marqué parce que ils ont quand même disputé beaucoup de matchs à date, Forge FC. Hein. Ils sont pas premiers du classement maintenant. Ils ont 20 points. Ils sont deuxième à 2 points de Cavalry, mais ils ont 2 matchs de moins joués. Par contre, ils ont déjà joué 4 matchs déjà en CONCACAF League. Ils sont quand même assez sollicités. Est-ce que tu penses que cette fatigue-là a fait en sorte qu'on ne voit pas un écart plus gros dans ce match-là? Sans aucun doute, parce que même après leur match en Amérique centrale, on avait quand même pensé qu'il y aurait un certain relâchement, parce qu'après une déception, après une défaite comme ça en CONCACAF League, mais il y a aussi, sur l'équipe de One Soccer avait souligné qu'il y avait un certain virus qui se promenait dans le vestiaire du Forge. Ils sont revenus d'Amérique centrale, quelques joueurs étaient malades, mais ça fait juste renforcer tout à leur honneur que Forge, c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur dans son alignement, qu'ils sont capables d'apporter les changements et de reposer les bons joueurs. Et même si leur alignement premier partant n'est pas capable de performer cette journée-là, ils sont capables d'amener des joueurs de soutien qui vont faire le travail et un travail de qualité. Et c'est pour ça que du côté de la CanPL, c'est vraiment Cavalry et Forge contre le reste. Parce que cette profondeur qui est capable d'exécuter la stratégie de l'entraîneur, c'est tout à fait remarquable pour une saison inaugurale. Exactement, et c'est drôle que tu le dises parce qu'effectivement, on voit Cavalry avec 22 points, 11 matchs joués, Forge avec 20 points, 9 matchs joués, puis juste derrière, en troisième position, on a déjà un écart de 6 points avec le duo de tête, Edmonton qui se retrouve avec juste 14 points, York 9 avec 13, puis Pacific et Valor avec 12, puis Halifax avec 8. Et on voit la différence. C'est un peu une 4PL à deux vitesses avec les deux premiers, puis le reste qui se battent pour la troisième à la septième place. Donc, tu as complètement raison. Et j'aimerais juste mentionner, tu as parlé du bon travail de Diaïdine Abzi. C'est le joueur de la semaine dans le résumé de Culture sur Culture Soccer, écrit par Daniel Cameron avant qu'il parte en voyage. Donc, juste le souligner qu'il était complètement d'accord avec toi. On va passer au prochain match de la CanPL. C'était le mercredi, le 11 septembre. Et puis, c'était hier. C'était Edmonton qui recevait Cavalry. Puis Cavalry s'est échappé avec la victoire, avec une victoire de 1-0. Parle-nous un peu de ce match-là. Toi, t'as pensé quoi, Alex, de ce match-là? Cavalry, bon, ils ont tendance à soit gagner 8-0 comme la semaine passée, soit s'échapper avec la victoire avec un but d'écart. Donc, t'as pensé quoi de ce match-là du côté de Calgary, du côté d'Edmonton et ce derby de l'Alberta? C'était en même temps que c'était aussi ça a couronné le champion du Wild Rose Cup, qui est la coupe qui a été créée par les supporters des deux équipes de l'Alberta. Donc, c'est le Cavalry qui emporte la coupe avec 2 victoires et un match nul. Un match pas mal à sens unique. C'est vraiment Cavalry qui a imposé le ton, qui a vraiment donné aucune chance au FC Edmonton de respirer. Et j'étais justement tombé sur une statistique très intéressante qui montrait de tous les matchs qui s'étaient disputés en CanPL, les six matchs qui avaient le plus faible taux de passe réussite. Et 5 des 6 matchs se jouaient contre le Cavalerie. Fait que ça fait juste montrer que le Cavalerie, c'est une équipe qui presse et qui va presser très haut. Et c'est une équipe qui ne te donne pas vraiment la chance de garder le ballon. Donc, tu perds cette fraction de seconde de plus que tu t'attends d'avoir, mais tu as déjà un joueur du Cavalerie qui est dans ta face, qui va tout faire pour t'enlever le ballon. Donc, c'est pour ça que j'ai remarqué que le FC Edmonton était presque pas capable d'enchaîner 2 ou 3 passes. Ils perdaient le ballon et leur seule chance était d'envoyer le ballon dans les airs. Le 1-0, ça a été causé
bon, c'est une faute dans le carré du gardien, puis Ledgerwood a transformé le penalty en un but. Ouais. Mais commentaire très intéressant du coach du FC Edmonton, parce qu'ils ont quand même mieux joué en deuxième demi. Et ça, c'était malgré le carton rouge de Jeannot Essua. Donc, ils sont tombés à 10 contre 11. Mais ils ont quand même été capables de renverser un petit peu la vapeur. Et le coach Jeff Paulus, il a fait ce commentaire qui était très intéressant. Il a dit, moi, ce que je remarque, c'est la défensive de Calgary. C'est pas une défensive qui est rapide. Donc, si tu les attaques de front, ils vont faire un très bon travail. Mais à la minute que tu passes le ballon par-dessus eux, ou que tu les forces à tourner ou à changer de direction, ou que tu les prends de vitesse, mais là, tu risques de briser leur formation et c'est là qu'ils commencent à te donner des chances. Puis on a vu que FC Edmonton commençait à faire ça vers la fin du match. Et d'ailleurs, leur premier affrontement en début de saison, c'est exactement ce que le FC Edmonton faisait quand Cavalry avait leur aura comme s'ils étaient invincibles. Et on voyait déjà que FC Edmonton, il montrait cette capacité d'être capable de rivaliser avec le Cavalry. Mais c'est un petit peu trop peu trop tard. Et ça leur a coûté. Exactement. Et je suis complètement d'accord avec toi. Cavalry a vraiment été très intéressante depuis le début de cette saison KPL, bien évidemment, de par leur pressing haut. J'aimerais aussi mentionner que c'est grâce à ce pressing haut, non seulement qui crée des revirements, mais qui crée aussi des erreurs du défenseur, dont le fait qu'il y a eu un carton rouge pour Essua. Donc, c'est quand même intéressant parce que les défenseurs sont tout le temps mis sur pression, pas seulement tout le temps mis sur pression de par le pressing, mais aussi mentalement. Donc, mentalement, ils sont un peu plus faibles parce qu'ils ont toujours été tirés et ils ont toujours tendance à vouloir être concentrés, qu'à un moment donné, ils perdent la concentration, puis ça crée des erreurs comme ça, dont le carton rouge de Essua. Et c'est quand même intéressant parce que Cavalry arrive encore à être quand même très bon malgré une grosse force du côté de Forge FC qui revient dans la course et qui, selon moi, devrait finir premier. Cavalry n'a pas été dégonflé, même après leur titre de champion du championnat du printemps. Donc, ça va être très intéressant de voir s'ils vont continuer à maintenir cette cadence-là. On passe au dernier match de cette CanPL depuis le dernier podcast. Et c'était effectivement Pacific FC qui recevait York 9 FC. York 9 FC enfin sortait vainqueur de ce match-là avec une victoire 2-0. Je dis enfin parce que York 9 avait beaucoup de mal, comme je l'ai dit auparavant, dernièrement, à ramener des points. Ils avaient ramené un point nul. Un point d'un match nul à Edmonton, mais avant ça, ils avaient une défaite à l'extérieur à Calgary, ils avaient une défaite à domicile contre Pacific FC, une défaite à domicile contre Valor. Ça allait pas très bien pour York 9 depuis quelques semaines, mais là, ils sont partis prendre la revanche. Sur le terrain, à Victoria, sur le terrain du Pacific, en s'imposant 2-0. Donc, ils vont prendre leur revanche parce que Pacific s'était imposé à York sur le score de 2-0. Donc, ils font la même chose, le même score du côté de Victoria. Tu as pensé quoi de ce match-là? Je sais que on a parlé déjà de York 9 à Forge, mais est-ce que tu as vu une différence entre le premier match de York en l'espace de 3 jours et le deuxième? Oui, parce que surtout Pacific était sur une séquence de 4 matchs où ils n'avaient pas perdu. Puis avec une victoire, ils auraient pu monter au 3e rang du classement automnal et peut-être s'inviter dans la course pour la saison d'automne. Mais occasion ratée, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont quand même tiré 17 fois vers le but du York 9, mais Nathan Ingham qui va prouver pourquoi que c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue. Si c'est pas Nathan Ingham, c'est un match qui est totalement différent. Mais aussi, l'autre différence, c'est, je me rappelle quand York 9 a commencé à annoncer sa formation, la signature de Simon Adjei était vraiment, c'était ce gros événement. C'était le joueur qui allait compter pour York 9. Et je te dirais, je pourrais séparer la saison en deux. Du début de la saison jusqu'en championnat canadien, Simon Adjei n'a pas vraiment eu d'impact sur l'équipe, sur l'offensive de York 9. Donc,
les buts sont vraiment venus du milieu de terrain et Gatas qui venait en remplacement. Et pendant le championnat canadien, Simon Hadji a continué à être absent et ensuite on a commencé à faire confiance à Gatas. Mais toute une surprise, Simon Hadji qui va 2 buts, puis vraiment de façon dominante, il joue comme qu'on sait qu'il est capable de jouer. Il joue comme on s'attend de lui qu'il devrait jouer. Donc, c'est un gros joueur qui utilise sa force, qui a beaucoup de talent, bon contrôle de ballon, bonne vision. Mais pour des raisons qu'on ne s'expliquait pas, on n'a juste pas vu cette constance-là venant de lui. Et on espère du York Nine que c'est le début d'une nouvelle tendance et que c'est pas juste une exception, parce que c'est vraiment ce qui manque au York Nine. Parce que si Simon Hadji jouait à la hauteur de son talent puis de ses attentes, lui et Ryan Telfer ensemble, le York Nine, ce serait toute une équipe. Là, c'est vraiment Ryan Telfer qui a dû faire la job. Puis maintenant que Telfer n'est pas là, mais Simon Hadji qui prend le relais puis qui s'impose à l'attaque, c'est un vent de fraîcheur pour York Nine. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi et avec ton analyse de ce point de vue-là. Bien évidemment, tu as parlé de Nathan Ingham. On en parle depuis le début sur CS à l'érable. Effectivement, Nathan Ingham, si ce n'est le meilleur gardien de but de la CNPL, c'est un des meilleurs avec Marco Carducci du Cavalry FC qui sont excellents. Bon, après, plusieurs vont me dire, ouais, mais il pourrait y avoir aussi Tristan Henry. Je ne serais pas 100% en désaccord, sauf que pour moi, Ingham et Carducci sont quand même très, très bons. Mais aussi, je pense que du côté de York Nine, tu as parlé du fait que IG est très important point de vue offensif. Je pense aussi qu'il leur manque J'ai pas été très impressionné par Springer en défense centrale à côté de Gasparotto. Justin Springer, qui a 26 ans maintenant, qui n'est pas un mauvais défenseur, sauf que je trouve que si jamais ils avaient un défenseur central un peu plus fiable à côté de Gasparotto, je pense aussi que York Nine aurait été de loin meilleur. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex. Oui, le York Nine, c'est vraiment une équipe qui a beaucoup de potentiel, mais qui doit s'améliorer à certaines positions clés. Et on voit que Gasparotto, c'est un excellent choix, mais il a vraiment besoin d'un partenaire qui est plus fiable, avec qui il va avoir une meilleure complicité et avec qui il va assurer une défensive qui est très solide du côté du York. Parce que tu as déjà Abzi à gauche qui est excellent. Ouais. Donc, il en manque vraiment pas gros au York Nine défensivement. Puis on l'avait vu dès le match inaugural, quand j'étais dans les estrades. Je voyais vraiment que York Nine défensivement était très solide. Et ils sont vraiment pas loin d'être une très bonne équipe. Il faut juste qu'ils apportent de meilleurs éléments et que l'entraîneur trouve une meilleure stratégie que les joueurs vont pouvoir se rallier. Oui, effectivement. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir tout ça. Et puis, bien évidemment, de voir que, oui, il y a peut-être déjà, après juste 6 mois, quoi, ça fait un peu moins, 5 mois que la Première Ligue canadienne existe. On est déjà en train de parler du futur. On est déjà en train de parler du développement de cette ligue-là. C'est magnifique. Est-ce que toi, Alex, comme moi, moi, très sincèrement, je suis bafoué à voir le niveau de cette ligue-là. C'est tellement intéressant. Le niveau est bien plus élevé que ce que je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit un peu mieux que le côté semi-professionnel, mais je ne m'attendais pas à voir des équipes avec autant de maîtrise et avec un niveau de jeu aussi élevé que ça, qui est très, très proche de la USL, selon moi. Et c'est très encourageant pour le soccer canadien. Puis j'espère que ça va continuer à s'améliorer. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que toi aussi, tu es surpris de voir autant de réussite du côté du soccer canadien, de cette première ligue canadienne pour une première année? Toutes mes attentes sont complètement dépassées. Comme toi, tout le monde s'attendait à ce que ce soit un peu la USL. Puis quand la Ligue voulait pas trop parler des salaires, on se disait, peut-être que ça va être USL 1 ou USL Championship. Puis tu avais quand même le commissaire qui disait, ben nous, on s'attend à ce que ce soit au moins USL Championship, mais on pense qu'on est capable d'être un peu plus haut. Puis je pense qu'on voit vraiment que c'est une ligue à deux vitesses en ce moment. Je pense que Cavalry et Forge ont prouvé qu'ils sont capables de performer un peu plus haut. Surtout Forge qui est capable de performer en CONCACAF, ça c'était toute une surprise parce que je pense que tout le monde s'attendait à ce
on se fasse sortir dès la première ronde. Et Cavalry qui sort Vancouver, c'est quand même incroyable. Mais ce que j'aime de cette ligue-là, c'est qu'on voit que Cavalry et Forge montrent le schéma de qu'est-ce que ça prend pour être capable de compétitionner sur plusieurs fronts. Et je pense que les 5 autres équipes doivent regarder ça et peuvent s'ajuster en conséquence. Et je pense que le meilleur est à venir parce que le niveau de jeu, il ne faut pas se le cacher, le voyagement, c'est très épuisant pour les joueurs. Puis, c'est sûr que ça a une incidence sur le niveau de jeu parce que des fois, tu regardes des matchs et tu te dis, my God, il n'y a pas d'énergie dans cette équipe-là, il n'y a rien dans les jambes, il ne reste plus rien. Mais ça, c'est avec l'horaire, comment ils vont réorganiser les horaires, s'il y a des expansions de nouvelles équipes. Par exemple, si tu mets une équipe à Moncton puis tu mets une équipe à Québec, mais tu n'as plus besoin de faire un vol directement à Halifax et revenir. Tu peux arrêter à Québec, tu peux arrêter à Moncton, tu peux aller à Halifax et ensuite revenir. C'est plus gérable. Le meilleur est vraiment à venir. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, très sérieusement là. Surtout que, en plus, Daniel Cameron en parlait aussi lors de la semaine passée avec notre invité Kevin Laramé, puis on parlait de ça, puis on était complètement d'accord avec ce que tu viens de dire par rapport au fait que effectivement un gros voyage à Halifax avec des expansions à Moncton et au Québec, ça devient un peu plus logique de se déplacer autant. En tout cas, c'est très intéressant. Mais écoute, je veux te remercier fortement, Alex, d'être venu et m'aider cette semaine-là pour ce 7e épisode de CSA l'érable. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi de soccer canadien. Tu es le bienvenu quand tu veux, de semaine en semaine sur ce podcast-là. Puis je suis sûr qu'on te reverra très bientôt. Entre-temps, j'aimerais beaucoup que tu dises à nos chers auditeurs où ils peuvent te suivre, comment ils peuvent continuer à suivre tes opinions. Je pense que tu es sur Twitter, n'est-ce pas, Alex? Oui, et vous pouvez me trouver sur Twitter à Alex Rupert sur Twitter, oui. Et sur le site Culture Shocker. Oui, donc, j'écris des articles sur la CanPL. Exactement. Et puis, vous allez avoir un article qui va sortir très bientôt. S'il n'est pas déjà sorti, parce qu'on enregistre aujourd'hui, on est le jeudi 12 septembre, puis je pense que le podcast sera disponible le 13. Il y a un article qui soit est sorti, soit va sortir très bientôt, écrit par notre cher ami Alex Rupert, qui est quand même assez intéressant. Donc, je vous laisse découvrir ça. Entre-temps, merci beaucoup de nous écouter, d'être toujours aussi fidèles. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous poser vos impressions, nous parler un peu de ce que si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, pas d'accord avec ce qu'on dit sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram. On est là pour, bien évidemment, discuter avec vous et partager avec vous ce soccer canadien, cette grande fête du soccer canadien en 2019. Merci encore d'être si nombreux. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, puis à la semaine prochaine. Merci à tout le monde et merci de m'avoir invité. J'ai hâte de recommencer l'expérience. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi, Alex, et à bientôt.